tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette troisième conférence consacrée aux femmes au Caire et à la Covid. Aujourd'hui, nous aborderons les réalités d'une maison de repos et de soins durant cette crise sanitaire, ainsi que les impacts psychologiques que cette dernière peut avoir sur le personnel, les résidents ainsi que leurs proches. Nous terminerons par un échange questions-réponses durant la dernière demi-heure de cette visioconférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires de cette vidéo. Et je laisse à présent la parole à notre intervenante, Madame Isabelle Géva, qui est psychologue dans une maison de repos et de soins au CPS de Charleroi. Bonjour à tous. Je vais vous parler des regards sur l'aspect humain suite au vécu de la crise engendrée par la Covid au sein de notre maison de repos. Alors, des femmes, beaucoup de femmes, œuvrent depuis des mois pour soigner, permettre de vivre et de veiller au mieux au bien-être des résidents au sein de notre maison de repos. Je suis donc allée à leur rencontre afin de mieux comprendre leur vécu, leurs engagements, leurs douleurs, leurs passions au cœur de la crise. Au tout début, sans masque, sans matériel adéquat, elles sont allées au chevet des résidents. Cette crise révèle que toutes ces femmes ont tenu face au virus, alors que depuis des années, on semblerait-il que l'on s'attache un peu à détricoter petit bout par petit bout les soins de santé. Et le couperet tombe. À Pâques, la maison de repos est mise en confinement et les visites sont interdites. Et nous faisons de notre mieux pour protéger les résidents. Et le mal est déjà fait. Un bon nombre de résidents et membres du personnel sont infectés. Regard de technicienne de surface en chef. Le fait de ressentir une intrusion dans la vie des résidents qui sont déménagés dès qu'une infection est déclarée pour être placés dans une aile Covid afin de protéger les autres résidents qui sont encore sains. Leurs affaires, dans un premier temps, sont emballées devant eux. Leurs effets vont être descendus à la cave, comme s'ils étaient déjà morts. Tout un symbole. Et comme si nous pouvions à ce moment-là gagner contre le virus. Et aussi annoncer aux résidents qu'ils changent de chambre. Et le résident de dire alors, je vais mourir de la grande maladie. Être là et ne pas savoir quoi répondre et ne pas se laisser submerger par l'émotion. Une autre résidente qui fait le choix volontaire de rester chez nous. Elle explique qu'elle a eu une vie heureuse et nous souhaite également de l'être. Émotion quand tu nous tiens. S'ensuivent la fatigue, le mauvais sommeil, le fait de vouloir être sur le terrain et de culpabiliser quand on est à la maison. Et c'est l'adrénaline qui nous tient, de la rage, de l'incompréhension face à des personnes extérieures qui viennent harnachées avec de super équipements et nous on se regarde avec nos petites tenues et on se demande mais où est notre protection? Et est-ce que c'est une guerre bactériologique? Ce qui restera à jamais marqué, c'est le couloir qui est devenu un couloir Covid. Couloir surnommé couloir de la mort, où elles ont tant nettoyé, désinfecté et fait de la place au cas où. Aujourd'hui, encore, les flashs reviennent. Pour la première vague, nous n'étions pas préparés et nous avons agi dans la précipitation.
Au départ, nous n'avions pas le matériel nécessaire, ni masque, ni salopette, ni visière, et nous n'avions pas de procédure. Et il fallait suivre l'équipe, organiser le travail, accompagner le personnel face à ses peurs. Et tout cela en y ajoutant le sourire auprès de nos résidents. En ce qui concerne la deuxième vague, nous sommes mieux préparés, mieux équipés. Le personnel, lui, est peut-être un peu plus fatigué et il y a eu des malades. Il y en a encore de temps en temps. Nous avons gardé une zone de 4 lits Covid et une zone de confinement pour le retour des hospitalisations ou de personnes qui viendraient de l'extérieur ou une suspicion. Nous sommes testés et les résidents aussi. Ce qui motive, c'est cette passion d'être au service de nos résidents et de relever les défis qui se présentent à nous. Regard de technicienne de surface. Ce qui a été difficile, c'est de voir tous ces déménagements, de les faire, de retirer les affaires devant eux. La méconnaissance aussi face au virus qui provoque une peur de l'attraper et de le transmettre. Le fameux couloir Covid qui restera à jamais le couloir de la mort. Être en maîtrise de ses émotions devant les résidents et se retenir de pleurer à certains moments. Elles expliquent qu'elles ont vécu 25 déménagements en une semaine, plus les week-ends. Et voir les résidents qui sont mis, lorsqu'ils décèdent, dans des housses, sans vêtements. Ça leur a donné l'impression que c'était comme si on les mettait dans des sacs poubelles. De jeter leurs effets personnels et les objets auxquels ils tenaient tant. Plus de vie non plus dans notre maison de repos. C'était devenu assez froid. Mais ce qui a été positif, c'est que cela a favorisé les liens entre elles. Elles ont beaucoup parlé et elles se sont soutenues pour pouvoir apporter du réconfort aux résidents. Regard de buandière. Elle a été marquée par tous les changements de chambre des résidents. Dès qu'ils étaient infectés, ils étaient placés dans l'aile Covid. Et ce qui a été difficile, c'est de voir leur corps mis dans ces espèces de sacs sans vêtements. De les voir partir seuls, sans famille, sans rituel. C'est inhumain. Regard d'infirmière en chef. Au tout début, la colère, parce qu'il n'y a pas de matériel de protection pour le personnel. Une incompréhension aussi face aux hôpitaux qui n'acceptent pas de prendre en charge certains résidents. Les ambulances venaient et certains repartaient à vide car le résident était considéré comme trop âgé. Une forme de culpabilité face à notre impuissance devant le virus. Une impuissance aussi devant les procédures contradictoires. La peur de l'absentéisme du personnel. Et certains avaient vraiment peur du virus. Une peur légitime. Peur de transmettre aux résidents, peur de transmettre à leurs enfants, aux petits-enfants, aux parents, aux conjoints. Essayer de tenir au mieux face aux malades, aux décès qui s'accumulaient et au personnel qui tombait malade. Il y a aussi de la souffrance, de la colère et de la tristesse évacuée chez soi, à la maison. Une grande tristesse pour les familles qui ne peuvent pas accompagner leurs proches. Elles faisaient de leur mieux pour être à l'écoute de ces familles. Ce qui a marqué, c'est le manque de matériel, pas de masques, pas de gants.
d'entendre un ambulancier dire « nous ne le prenons pas » au-delà de 65 ans. Ce qui a été choquant, c'est le fait d'être applaudi pendant le gros de la vague. Et puis quand elle disait qu'elle travaillait en maison de repos, elle était vue comme une pestiférée. Cette histoire de prime, toujours pas très claire, qui n'est pas pour la prime en elle-même, mais plus pour le fait d'être reconnue. La peur de contaminer ses proches était présente et est encore présente aujourd'hui. La culpabilité d'être malade et de ne pas pouvoir être sur le terrain, de laisser ses collègues et les résidents. Le fait d'avoir des statistiques sur le nombre de décès et cette comparaison entre les maisons de repos du CPAS de Charleroi, ça c'est vraiment quelque chose de lourd. Parce que lors de la première vague, certaines maisons ont été beaucoup moins touchées que la nôtre. Et le positif, c'est l'entraide des différents services au sein de la maison de repos. Une entraide venant aussi d'autres maisons ou d'autres services. Et cette importance d'être solidaire et de se soutenir. Regard de diététicienne. La peur que les résidents ne mangent plus, qu'ils se laissent aller et que cela se répercute sur leur santé. L'importance d'être là, de vérifier, de passer régulièrement et de stimuler les gens à manger, qu'ils aient le rapport conservé, collation et complément nutritionnel. Une profonde tristesse face à la perte de nos résidents. Et c'est aussi un moment de mise à l'écart d'une série de tâches concernant le travail et de n'en se tenir qu'à l'essentiel. Impuissance à certains moments et victoire de voir des résidents qui s'en sont sortis. Méconnaissance de ce virus, c'est l'inconnu et la peur aussi de le transmettre aux résidents, à nos collègues et à nos familles. Et cela a eu un impact sur la vie privée, se séparer un certain temps de ses enfants pour les protéger. Et c'est l'instinct de survie qui a pris le dessus, parce que nous avons voulu protéger nos résidents. Nous avons été soutenus par notre direction. Et ce que nous avons appris de cette première vague, une meilleure organisation, création d'une zone tampon avec des chambres prévues pour des cas de Covid et des chambres pour confinement pour des personnes qui viennent de l'extérieur ou de l'hôpital. L'importance de sourire, même avec le masque, et d'apporter un peu de bien-être. La solidarité entre collègues, une meilleure connaissance de nos collègues et prise de conscience du travail de l'autre. Agir avec courage et détermination pour œuvrer pour le bien de tous. Regard d'éducatrice. Ce qui a été difficile, c'est de voir que les ambulanciers ne prenaient pas certains résidents et de se dire « et si c'était mon proche ?» L'équipe se sentait à certains moments impuissante et en détresse. Elles avaient beaucoup de la peine pour les familles. Elles se sentaient parfois aussi un peu comme des pestiférés pour les amis et la famille qui préférait ne pas les voir. Beaucoup de nos résidents sont décédés en peu de temps. De voir dans les ailes Covid la souffrance des résidents. À peine touchés, ils avaient mal, ils criaient. Et c'est impossible de mettre cela vraiment en mots. Elles ont été frappées par le fait que les médecins traitants ne venaient plus dans la maison de repos et soignaient
par l'intermédiaire du téléphone, la mise des corps dans des sacs, la fermeture, le transfert sur un brancard de fortune, et parfois, le sac était déplacé au milieu du couloir. Elles étaient attentives à fermer les portes pour que les autres résidents soient préservés. L'absence des familles. Et ce n'est pas évident pour eux de réaliser le deuil. Un côté très, très inhumain. Et puis, pour soi-même, ne plus avoir envie de sortir, d'aller au magasin, de rentrer chez soi, ne plus y avoir l'esprit tranquille. Les éducateurs ont été mis en renfort à l'équipe de nursing. Et ce qui a été positif, c'est que cela a été un nouvel apprentissage dans le travail. De mettre un rayon de soleil, le fait de faire des toilettes et de tisser des liens avec les résidents, de maximiser avec les moyens mis à notre disposition, d'observer la qualité de la résilience de nos résidents qui nous demandaient si nous allions bien et de travailler dans l'empathie, prendre conscience de l'importance de la qualité de la présence auprès des résidents, de s'adapter à des toilettes plus rapides pour éviter des va-et-vient et des contaminations. Regard d'infirmière. Vu le manque de matériel, elle a pris le taureau par les cornes et elle a fait appel à un groupe de solidarité pour mobiliser des ressources afin de trouver des masques, des vieilles blouses de 1959 qui ont été données, des visières réalisées par une imprimante 3D. C'était mieux que de se lamenter sur son sort. Cela fait des années qu'elle se bat pour des soins de santé de qualité et qu'elle est consciente, pour elle en tout cas, que la politique en général va dans l'autre sens. Elle éprouve un sentiment de culpabilité, d'échec, d'impuissance pour les vies qu'elle n'a pas pu sauver et soigner correctement. De voir aussi ses résidents rester lucides jusqu'à la fin. Et à la première vague, elle a été fortement marquée par la déshydratation qui se faisait très rapidement, des nausées, des vomissements, et il ne savait plus s'alimenter. Et parfois, sur 2 jours de temps, des nécroses apparaissaient. Elle ne se sentait pas toujours soutenue et il n'était pas facile de travailler avec les médecins. Tout devait être géré par téléphone. La plupart ne venaient pas. Elle avait le sentiment d'un abandon des personnes âgées et aussi un sentiment d'un trou noir, comme si le temps s'était arrêté et comme si les heures ne comptaient plus. Dans les zones Covid, parfois 6 heures, sans manger ni boire, ni aller à la toilette, pour éviter les allers-retours et les manipulations inutiles. Une fatigue psychique s'installe peu à peu. Peur de ne pas savoir soigner, de tomber malade et de transmettre. Comment rassurer les résidents dans ce contexte si inquiétant? Le fait d'emballer les corps dans les housses, toutes ces portes fermées, et le cercueil parfois cloué dans le couloir, sans rituel. Ce qui a été positif, c'est de donner son soutien aux familles, leur donner une écoute, des explications, et de savoir que les familles nous ont donné leur confiance. De rester en congruence avec soi-même par rapport à son engagement, de rester fidèle à ses valeurs, se respecter et respecter les autres, d'être solidaire et de partager ses connaissances et sa foi.
Après la première vague, un apprentissage a été réalisé et nous sommes mieux préparés pour cette deuxième vague. Et elle espère que les dirigeants politiques prendront conscience qu'il est temps d'œuvrer réellement pour les soins de santé. Regard de secrétaire. Ce qui l'a marqué, c'est le fait d'être coupé socialement. Les contacts au sein de la maison de repos ont totalement changé. Il y a eu aussi une coupure entre ce que l'on vivait à la maison de repos et la vie privée, et aussi se séparer des enfants pour les mettre en sécurité. Elle ne se voyait pas lâcher son travail, ni l'équipe. Et lorsqu'elle était en repos, son esprit ne l'était pas. Il lui fallait prendre des nouvelles. Notre maison de repos qui avait tant de joie de vivre, qui devient comme une maison morte, tous avec des masques et avec des sentiments, pour beaucoup de colère et de tristesse. Une grande tristesse de voir partir nos résidents. Une grande colère aussi d'entendre les médias et un décalage avec la réalité sur le terrain. De voir nos résidents partir seuls et de se demander où est la place de l'humain. D'entendre parler des hôpitaux et des maisons de repos. Qu'en est-il? Maisons oubliées? Sélection? De se sentir impuissant devant tout cela, devant tous ces contacts limités et de voir nos résidents isolés dans leur chambre. Être là pour aider, rassurer, apporter du soutien aux familles à qui il y avait pas mal de choses à expliquer. À un moment, il n'y avait pas de visite et il fallait bien sûr expliquer aux familles le pourquoi, les écouter dans leurs difficultés aussi, de ne pas pouvoir venir voir leurs résidents. Puis, à un certain moment, les familles ont pu revenir dans des petits salons, mais la visite était pour 20 minutes. Il fallait aussi expliquer à la famille qu'il fallait se respecter le masque, la distance, et tout cela était parfois compliqué. Ils avaient du mal, parfois, à l'entendre. Apporter aussi du soutien à l'équipe. Et devant les familles en détresse, il y avait parfois une non-compréhension. Vraiment prendre beaucoup de temps pour écouter et pour expliquer. Voir un enfant venir rendre visite à sa maman, courir pour aller dans ses bras et l'arrêter pour respecter les règles sanitaires. Ce qui est positif, c'est que on a pu sortir de sa zone de confort, avoir une meilleure compréhension aussi du travail des autres, plus à leur place qu'auparavant. Avoir le soutien de notre direction qui a gardé le bateau à flot, de participer à certaines tâches, d'aider pour les déjeuners, de débarrasser. Et la solidarité a pris tout son sens et pouvoir aussi se remettre en question. Nous sommes différents, nous sommes marqués et cette période restera une leçon de vie. Et comme on dit si bien, il y a un avant et il y a un après. Regard de cuisinière. Au départ, il y a eu beaucoup de peur et elle a ressenti de grandes tensions. Le travail a été changé régulièrement et il fallait s'adapter continuellement au changement de service. Cela a demandé une grande capacité d'adaptation et cela a demandé aussi de collaborer avec d'autres services, d'autres collègues qu'elle ne connaissait pratiquement pas, de garder la foi, de prier et de garder les forces.
Regard d'aide-soignante. Il y a des aides-soignantes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas de mots. Seulement cette impression d'avoir été projetée dans un trou noir sans connaissance de certaines choses. Il y a de la colère, de la tristesse et parfois le sentiment d'avoir été une marionnette. Un sujet qui pour beaucoup reste vif, comme une plaie encore ouverte. C'est douloureux et les larmes montent aux yeux. C'est une colère présente en soi et tellement difficile à extérioriser. Le fait aussi de s'être un peu senti abandonné par les médecins et d'être face à ce virus inconnu où on pouvait observer des vomissements, des nausées et la patiente se marbrer très rapidement. Et le premier décès, un choc, un réel choc. Et de voir aussi que malgré les protections, les collègues tombaient malades. D'être là pour les résidents. D'être là, mais sans remplacer les familles, parce qu'on ne remplace pas les familles. Ces familles en souffrance, car elles étaient tenues à l'écart pour les raisons sanitaires. De vouloir protéger sa famille et de faire vraiment au mieux en fonction du moment. Les résidents. Déjà, dans une forme de dépendance, privés aussi de certaines stimulations affectives, cognitives et corporelles, ils sont déjà souvent dans l'attente de soins, d'être lavés, d'être nourris. Et ils vivent déjà avec une quantité de restrictions, de mouvements empêchés et de certaines choses qu'ils ne peuvent plus décider. Et là, vient se rajouter la Covid, en plus de tout cela. Ce qui a beaucoup marqué les résidents, c'est la rupture des contacts sociaux. Se retrouver enfermé dans sa chambre du matin au soir et du soir au matin. Plus de possibilités de se rendre au restaurant, plus de visites dans la chambre, plus de contact avec les copains et les copines. Le manque affectif de ses enfants, ne plus voir certains membres de sa famille ou des amis et être placé dans l'aile Covid. Une de mes résidentes témoigne, lorsque l'on m'a dit que je montais dans l'aile Covid, je me suis dit que cette fois-ci, mon heure était arrivée. Et j'ai même dit, je vais mourir. Ce qui a aussi été dur, c'est pour certains de voir leurs proches décédés de ce virus. Et c'est plus difficile, apparemment, pour faire le deuil, d'accepter qu'ils ne sont pas décédés ou de leur cancer ou d'une autre maladie, mais qui sont décédés de ce virus. Un résident a vraiment témoigné de sa difficulté à faire le deuil. Ce qui a été difficile aussi, ce sont les fêtes qui ont été annulées, tous les partages, tous les jeux organisés, toutes les activités organisées par l'équipe. Heureusement qu'il y a eu les appels téléphoniques, des tablettes, un service organisé par les ergots et les éducateurs qui permettait de communiquer avec sa famille. Puis, les mesures se sont légèrement allégées et on a pu voir enfin sa famille dans des petits salons organisés, même si c'est 20 minutes, et avec des conditions sanitaires. Reprise douce de nos activités pour le moment et retour au restaurant par étage. Et la vie reprend doucement son cours, tout en respectant une série de règles sanitaires.
Regard de famille. Pour beaucoup, a précédé la difficulté du placement et la culpabilité de ne plus pouvoir les prendre en charge. Bien sûr, chaque histoire est différente et chaque histoire s'inscrit dans un contexte particulier. Pour certains, la maladie d'Alzheimer à un stade avancé a nécessité le placement. Pour d'autres, il y avait des risques de fugue. Pour d'autres, le travail des enfants, la distance, la place pour l'héberger. Vivre avec ce parent dépendant, les chutes répétitives. Et la prise de conscience aussi lorsqu'il les place en maison de repos, que c'est peut-être le dernier déménagement et que c'est sans doute aussi leur dernière demeure. Et la Covid, par-dessus tout, demande une grande capacité d'adaptation aux familles, qui ne peuvent plus être présentes comme auparavant. Plus de gestes directs d'affection, plus d'intimité, parfois dans le petit salon, et même intimité quand même relativement limitée. Ressentir le manque de liberté, de convivialité, plus de fêtes de Noël, ne plus pouvoir venir manger avec son parent, ne plus venir le chercher, ne plus partager son repas. Fini toutes les fêtes, pour le moment. Et ce deuil, déjà difficile à réaliser, du fait du placement, qui est parfois déjà un deuil blanc, du résident qui n'a plus sa vie comme avant, de voir son parent changer, et aussi le deuil de ne pas avoir pu être présent lors des derniers moments. Et le personnel qui, lui, faisait vraiment de son mieux pour accompagner. Regard d'ergothérapeute, elle témoigne aussi que ce qui a été d'un grand soutien, c'est le fait de partager avec les collègues et prise de conscience que nous n'avons pas traversé seuls cette expérience. Regard de kinésithérapeute. Ce qui a été difficile, c'est de ne plus avoir de contact direct, plus de massage, plus de soutien, plus de physiothérapie. Et le travail spécifique a été mis en retrait pour aller à l'essentiel des soins. L'alimentation, l'hydratation et les contacts verbaux. Et puis maintenant, reprise douce du travail de manière individuelle en chambre, plus dans la salle kiné, qui était aussi un lieu pour les résidents d'échange et de partage. La maison reprend doucement vie, avec prudence, en espérant le retour des familles et des contacts plus proches. Regard de psychologue. L'observation d'un emballement médiatique, d'un décalage entre ce qui était raconté par les médias et le vécu sur le terrain. Toutes les contradictions qui sont apparues. Une méconnaissance complète du virus qui a suscité tout au départ un sentiment de peur. Peur de transmettre aux résidents, à ses collègues, à sa famille. Peur apprivoisée par la suite pour pouvoir fonctionner adéquatement. De voir tous ces résidents enfermés dans leur chambre, privés de contacts sociaux, de gestes affectueux, de moments de partage si importants pour eux. De nous voir tous aussi avec des masques qui nous privent de notre sourire, ce sourire qui est la porte d'entrée de notre cœur. De garder nos distances et surtout avec la population atteinte de démence, pour qui le toucher est un canal de communication privilégié. De les voir changer de chambre s'ils étaient infectés et de se demander s'ils allaient revenir vivants.
et de les voir mourir les uns après les autres, partir sans rituel, et de ne plus pouvoir accompagner les résidents et leurs familles comme auparavant. Et là, je me suis souvenue d'un témoignage de Marie de Henzel qui avait écrit ceci par rapport à la mort, parce que je pense que nous l'avons vraiment côtoyée au quotidien. Et elle dit ceci, Marie de Henzel: bien qu'ayant fréquenté la mort quotidiennement depuis des années, je refuse de la banaliser. Et j'ai vécu à son contact les moments les plus forts de ma vie. J'ai connu la douleur de me séparer de ceux que j'aimais, l'impuissance devant le progrès de la maladie, des moments de révolte devant la lente dégradation physique de ceux que j'accompagnais, des moments d'épuisement avec la tentation de tout arrêter. Et je ne peux nier la souffrance et parfois l'horreur qui entourent la mort. J'ai été témoin d'immenses solitudes et je ressentis la douleur de ne pouvoir partager certaines détresses parce qu'il y a des niveaux de désespoir aussi profonds qui ne peuvent être partagés. Et elle rajoute ceci: conjointement à cette souffrance, j'ai pourtant le sentiment de m'être enrichie et d'avoir connu des moments d'une densité humaine incomparable, d'une profondeur que je n'échangerais pour rien au monde. Des moments de joie et de douceur, aussi incroyables que cela puisse paraître. Et je sais que je ne suis pas seule à avoir vécu cela. Et beaucoup de mes collègues ont vraiment, vraiment vécu ça. Et je souhaiterais aussi rajouter, eh bien que finalement, face à tout cela, que peut-on humainement offrir, sinon la profondeur de notre présence et la finesse de notre attention. C'est ce qui justement permet de faire le pont avec celle ou celui qui va mourir, qui lui permet de rester relié à lui-même, relié aux autres et relié à ce qui le dépasse. Ce qui a été difficile aussi, c'est de voir cette maison de repos si vivante devenir aussi une maison un peu morte, où il n'y avait plus que la place, évidemment, pour les soins et aller à l'urgence, et de voir disparaître un peu de ce côté humain. De ressentir aussi face à cela de la colère, de la tristesse contenue à l'intérieur, et d'avoir même une forme de déni, car nous avions à être là, à accompagner, à donner un sourire derrière le masque, à être présent le plus possible pour eux. Et ce que on a pu observer en tout cas, c'est cette capacité de nos résidents à faire face à la situation, à leur courage, à leur capacité de rebondir et leur capacité de résilience. Cela nous a appris à communiquer autrement et même d'oublier nos peurs. Parce que même en rentrant dans l'aile Covid, une fois que nous étions en contact face aux résidents, plus rien d'autre n'existait que la relation entre le résident et nous, une relation d'humain à humain. D'observer aussi la solidarité entre services, le fait aussi de faire un autre travail que le sien, et de mieux comprendre aussi le travail des autres. Toutes ces notions de partage et de solidarité, des aides extérieures, une psychologue extérieure, le personnel d'autres services, d'autres maisons de repos, le soutien de notre médecin coordinateur et le soutien de notre direction. Peut-être d'être aussi plus créatif, de nous organiser autrement, de transformer la colère
en une force positive et d'apprendre à construire du lien au-delà des barrières sanitaires. Regard de direction. Ce fut un vécu très difficile, avec des connaissances très incertaines et des directives contradictoires, ce qui a créé un inconfort. Et ce n'est pas évident de mettre des mots après avoir ressenti une pression énorme pour sauver des vies. De voir ces unités Covid un peu comme en mouroir, de voir sa maman y monter et de se dire qu'elle ne reviendra peut-être pas. Il y avait entre 60 et 65 Covid et 22 résidents sont décédés. Tout le monde n'y est pas mort. Y aller, s'habiller et prendre des risques. Et au plus vite nous prenions les bonnes décisions, au plus vite nous pouvions sauver des vies. Et sur le terrain, peu de place à l'émotion. Nous avions vraiment besoin de rester professionnels. Découverte d'une solidarité et découverte de personnes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes, avec grand professionnalisme et souci de l'autre. Il y a eu des surprises positives et des surprises un peu plus négatives. Et ne pas juger non plus ceux qui ont eu peur. Rester aussi admiratif de ceux qui ont été touchés par la maladie et qui à certains moments n'ont pas pu être là et qui auraient en toute authenticité mouillé leur chemise. Le Covid a déshumanisé les soins et parfois mis nos valeurs profondes de côté. Et il reste de tout cela un syndrome post-traumatique. L'aide extérieure a été la bienvenue. L'aide du CPAS, bien sûr, de notre chef de division, qui ont été d'un grand soutien, ainsi que le partage avec d'autres directions. Un éclairage extérieur peut être un réel apport. Et heureusement que nous étions 9 résidences avec 1000 lits. Et remercier aussi notre médecin coordinateur, qui a toujours été présent. Le gros de la crise de la première vague passée, fin juin, nous avons décidé, en collaboration avec le CAL de Charleroi et Madame Eliane Janssens, de réaliser une commémoration pour nos résidents disparus. Et nous nous sommes réunis en équipe pour voir un peu ce que nous désirions faire pour vraiment pouvoir vraiment amorcer ce deuil par rapport à tout ce qui s'était passé. Et nous avons décidé de faire une commémoration très simple et très très authentique. Et donc on avait juste réalisé un cadre avec les photos des résidents disparus. On avait mis quand même un bouquet de fleurs et nous avons, Madame Janssens a parlé et par après, eh bien, nous avons transmis vraiment un message aux résidents présents et aux membres du personnel. Et je vais vous lire cette lettre qui a été écrite à l'époque. Lettre de commémoration à nos résidents disparus. La Covid-19 a engendré par les mesures imposées le confinement pour nos résidents qui ont été amenés à vivre isolés dans leur chambre. À l'heure actuelle, le déconfinement progressif amène nos résidents à une prise de conscience des autres résidents disparus. Lors de la réouverture du restaurant ou encore de la reprise de petites activités, ils se sont rendus compte des places manquantes et des places vacantes. Les résidents ont exprimé que la maison de repos est leur lieu de vie et qu'ils appartiennent en quelque sorte à une famille. Et face à cette réalité, ils vivent un deuil
étant donné la gravité de la situation vécue et l'émotion qu'elle suscite, tous les membres du personnel se joignent à eux pour rendre un hommage à nos résidents disparus, avec simplicité et sincérité. Ils sont partis vraiment pour un long voyage. Et c'est là que nous avons cité tous les mots et pris en pleine conscience ce qui s'était passé. Et avant de conclure, je souhaite remercier toutes mes collègues qui ont témoigné en toute authenticité et toutes mes collègues qui, pour que je puisse réaliser cette conférence, m'ont accordé leur confiance. Je souhaite remercier aussi ma direction, les infirmières chefs, le médecin coordinateur et le CPAS de Charleroi, qui sont là pour nous soutenir dans nos projets. Je souhaiterais aussi remercier toutes les familles qui nous ont confié leurs parents. Et je souhaiterais plus que tout aussi remercier tous nos résidents qui éclairent nos pas. Je vais donc en arriver à la conclusion. Bien qu'au travers de tous ces témoignages, j'ai pu entendre toutes les peurs face à ce virus, au départ totalement inconnu, et qui n'a sans doute pas encore à ce jour livré tous ces mystères. Cette peur apprivoisée chaque jour pour nous permettre de fonctionner adéquatement, pour être présent à nous-mêmes et présent à l'autre dans l'accompagnement, quel qu'il soit, au sein de notre maison de repos. Et je peux l'affirmer, toutes ces femmes sont des guerrières pacifiques qui œuvrent pour donner du sens à leur pratique. Tour à tour, impuissantes, révoltées, en colère, tristes, motivées, passionnées, ayant la foi, faisant face avec courage et dignité, en ayant à cœur leur mission. Soigner, nourrir, nettoyer, organiser, diriger, accompagner. Cette prise de conscience de l'importance d'être solidaire et unis face à l'adversité et de se demander, peut-être, où en est la politique sociale aujourd'hui. Et au-delà de tout cela, un mot qui n'a jamais été prononcé, je le pense par pudeur, et ce mot, pour moi, c'est l'amour. L'amour au sens universel du terme. Merci à tous de votre écoute. Voilà, merci pour ces témoignages touchants. Plusieurs participants souhaitent d'ailleurs vous remercier pour avoir partagé cette réalité avec autant d'humanité et de bienveillance. Nous retenons effectivement que ce virus a affecté le bien-être et la santé mentale des travailleurs, des résidents ainsi que de leurs proches. Et on souhaitait alors partager avec vous quelques questions auxquelles vous pourriez évidemment nous répondre. Alors, un soutien aux résidents plus psychologique est-il mis en place, par exemple comme des groupes de parole ou autres ? C'est-à-dire que pour le moment, nous travaillons plus en individuel dans les chambres. Et donc, moi, comme je suis psychologue, c'est moi qui vais dans les chambres faire l'accompagnement des résidents. Nous n'avons pas encore mis de groupe de parole à ce jour parce qu'on doit encore respecter certaines normes
On ne mélange pas encore tous les résidents et donc on fait par couloir et on ne peut pas mélanger encore tout le monde puisqu'il y a encore quand même des règles assez strictes quand même de sécurité. Mais ils sont quand même suivis par, par moi-même qui vais dans les chambres et en remerciant aussi toutes mes collègues parce que je ne suis pas la seule, il n'y a pas que moi qui vais à leur chevet, je veux être bien claire avec ça, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les éducateurs, les ergots, la diététicienne. Je crois qu'essentiellement, c'est quand même avant tout un travail d'équipe. Et nous travaillons dans une maison de repos, nous travaillons vraiment beaucoup en équipe. Et dès que, par exemple, une infirmière sent qu'un résident est plus mal, elle vient me trouver, elle me dit, voilà, va voir monsieur un tel parce qu'il n'est pas bien. Puis bon, nous avons aussi des rapports où on peut dire que tel résident ne va pas bien, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment un travail interdisciplinaire. On a de temps en temps aussi, on en a eu moins avec tous les problèmes qu'il y a eu suite au confinement, mais nous remettons tout doucement. La maison de repos se remet tout doucement en route et on reprend seulement les réunions d'équipe où justement là, on peut parler de nos résidents et tout le monde, de différents intervenants peuvent donner aussi leur opinion, leur avis et après on prend vraiment en charge. Donc il y a quand même une prise en charge qui est réalisée. Voilà. Qui est plus individuelle. Qui est pour le moment plus individuelle. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, donc, on parle des résidents, mais il y a effectivement aussi tout le personnel. Est-ce que vous assurez un soutien psychologique pour le personnel? Non, en fait, le soutien psychologique, une psychologue de l'extérieur a été détachée pour un moment pouvoir entendre les membres du personnel. Et c'était mieux que ce soit quelqu'un de l'extérieur pour qu'elle soit tout à fait neutre et bienveillante, euh, parce que bon, moi j'étais quand même impactée dans le mouvement et dans l'équipe. Maintenant, si une de mes collègues vient me parler, ben, je suis quand même, voilà, je reste quand même à l'écoute de mes collègues. Et puis, comme nous sommes collègues, nous parlons aussi entre nous. Et c'est vrai que une de mes collègues ici m'a remercié d'avoir pu déposer pour la conférence parce qu'en en fait, j'ai été les interviewer, hein, donc celles qui voulaient bien sûr me donner leur confiance. Et certaines m'ont dit par après que ça leur avait fait du bien aussi de pouvoir déposer la parole. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi donc la famille des résidents, leurs proches. Comment arrivez-vous à les soutenir? Ben, pour le moment, j'ai beaucoup plus de difficultés, moi personnellement, à les soutenir, ben, en raison justement de toutes les barrières sanitaires que nous mettons en place à ce jour. Et je remercie beaucoup mes collègues, qu'elles soient secrétaires, infirmières ou tout autre, ou diététiciennes, etc., qui ont aussi pris le relais avec moi, parce que ça a vraiment aussi encore été cette fois-ci un travail d'équipe. Et je me suis sentie, moi, un petit peu dépossédée de mon accompagnement famille, mais qui a été dû avec, voilà, il a fallu agir en urgence, agir au plus pressé. Et j'ai fait parfois d'autres services que le mien dans la maison de repos, mais pour assurer, bien sûr, et je n'ai pas été la seule, hein, donc plusieurs de mes collègues ont assuré des services qui n'étaient pas à la base les leurs pour pouvoir justement assurer le bien-être de nos résidents. Voilà. Oui. Ouais, je suppose que petit à petit, tout ça va se rétablir. Mais bon, voilà, il y a quand même eu la première vague. Et puis bon, la deuxième vague, touchons du bois, ben, pour le moment, ça va. Mais bon, nous restons quand même, compte tenu de ce que nous avons vécu, nous restons quand même prudents pour éviter des contaminations. D'accord. Toujours du coup en lien avec ces familles, comment le lien est-il maintenu avec ses proches qui sont en dehors de l'institution? Alors, le lien peut être pendant le gros du confinement, le lien a été maintenu par téléphone, par échange téléphonique, donc par tablette. Donc le personnel
avait une tablette et on faisait les connexions. Donc, il y avait des prises de rendez-vous qui étaient faites par mes collègues ergo et éducateurs. Et donc, via les tablettes, ils pouvaient communiquer. Bien sûr, pour mes résidents, certains, c'était un peu difficile parce que c'est quand même des outils qu'eux connaissent quand même beaucoup moins, certainement que nous. Mais voilà, je pense qu'ils étaient très, très présents, très attentifs. Et quand le résident avait des problèmes d'ouïe, eh bien, la personne qui s'occupait de la tablette faisait l'intermédiaire, etc. Et ça a quand même permis aussi, pendant le gros du confinement, où là, les familles ne pouvaient vraiment plus entrer, de garder le lien. Voilà. Puis, bon, on a un déconfinement, je dirais, un progressif. Et là, ben maintenant, les familles peuvent revenir et ont été organisés des petits salons, 2 petits salons où là, vraiment, le résident peut être amené en contact de son parent, bien sûr, avec le masque. Parce que je me souviens qu'au tout début, au départ, on avait même dû mettre une vitre et on descendait le résident et au travers d'un plexiglas, il communiquait avec sa famille. Mais ça, c'était pour certains résidents désorientés, plus désorientés, c'était très difficile, ils comprenaient très très difficilement. Et alors, je me souviens, mais ça c'était vraiment au tout début, une famille était présente et je n'étais pas loin. Et après, elle est venue quand même me parler. Ils étaient vraiment en souffrance parce qu'ils ne pouvaient pas toucher, quoi. Voilà, on ne peut même plus toucher, quoi. Voilà, on a parfois, nous, quand c'est notre famille, de prendre dans les bras, et donc ça a quand même été très dur. Après, c'est vrai que maintenant, les petits salons, voilà, ils sont vraiment faits de manière le plus conviviale possible. Et donc, c'est soit les secrétaires ou une aide logistique qui prend les rendez-vous, parce que ça doit, bon, voilà, on ne peut pas les faire rentrer comme on veut. Ils rentrent par une porte sur le côté de la maison de repos. Mais tout ça, c'est pour éviter, évidemment, trop de va-et-vient. C'est pour éviter qu'il y ait trop, voilà, des contaminations vraiment inutiles. Et voilà, mais ça se passe, franchement, ça se passe bien. Et on a même, allez, avec le nombre vraiment qui est obligé, un petit anniversaire a été fêté. Voilà, il y a moyen de faire des choses, mais vraiment toujours dans un cadre bien strict, en respectant vraiment les normes sanitaires. Nous y sommes, toute la maison de repos y est très attentif et c'est vrai que nous avons été bien encadrés aussi par notre direction, les infirmières en chef, notre médecin coordinateur, etc. Tout ça, ça n'a quand même pas été décidé avec une personne. Il y a eu quand même eu des décisions de plusieurs membres du personnel. D'accord. Vous expliquez pendant votre conférence à travers un témoignage que le deuil n'est pas le même. En tant que psychologue, comment accompagnez-vous donc ces familles qui sont en deuil? Comment accompagner ces familles en deuil? Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de recettes différentes d'accompagnement pour moi. L'accompagnement du deuil, c'est la présence, être vraiment à l'écoute. Et donc, il y a quand même des familles qui me parlent, j'ai quand même des contacts téléphoniques avec certaines familles. Et donc, c'est vraiment être à leur écoute, être vraiment présent pour eux. Euh, et vous savez, quand on accompagne dans le deuil, c'est souvent la qualité de notre présence plus que ce que nous allons dire qui finalement est importante. Et le passage que j'ai lu de Marie de Henzel le confirme. Voilà, c'est vraiment une qualité de présence excessivement importante. Bien sûr, il m'arrive quand même de leur donner des pistes parce que bon, il y a parfois beaucoup de culpabilité et j'explique souvent aux personnes qui se sentent coupables de ne pas avoir pu faire tout ce qu'elles voulaient, de dire que voilà, elles ont fait ce qu'elles ont pu en fonction de la situation du moment. Parce que ce qui se passe souvent par après, c'est et si j'avais pu être là? Et si, ben oui. Et du coup, on se culpabilise, la famille peut avoir de la colère, de la révolte, c'est des choses qui reviennent régulièrement dans l'accompagnement de fin de vie, en tout cas. Et là, ben, je leur dis, mais vous savez, je dis, vous avez pris des décisions dans un moment donné,
dans un contexte donné. Et c'est vrai qu'avec le recul, on aurait peut-être pu, mais non, non, parce que les circonstances étaient comme elles étaient à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière, changer les circonstances. Et voilà. Et je pense que leur dire ça souvent, à un moment, moi je sens quand même ces familles qui à un moment font et qui se disent, ok, j'ai fait de mon mieux. Et voilà, je leur dis souvent, vous avez fait de votre mieux. Et je pense qu'aucun être humain ne peut faire mieux que de son mieux. Voilà, et je me réfère souvent à un livre qui s'appelle Les accords Toltec et qui explique très bien ce que c'est faire de son mieux. Voilà. Ok. D'un point de vue plus pratique et organisationnel de votre maison de repos, comment avez-vous pu communiquer avec vos résidents pour les tenir informés des mesures Covid à suivre? De toute façon, ils étaient informés par nous, on passait dans les chambres, oui, ça, de toute façon, ils étaient informés. Dès qu'ils peuvent ressortir, on repasse dans les chambres, on redonne les informations. Oui, ça, ils étaient quand même informés régulièrement par le personnel. Ce qu'ils étaient peut-être un peu moins informés, c'est quand il y avait les décès, c'était un peu plus, voilà, c'était un peu plus, ça, on en parlait peut-être un peu moins parce qu'ils étaient quand même plus enfermés, c'est vrai, dans leur chambre. Mais on communique, oui, et puis on passe quand même, enfin voilà, on est quand même une maison de repos qui, à la base, était quand même très vivante. On a même une animatrice, enfin, on a une logopède, enfin, c'est une maison de repos vraiment où il y a tout ce qu'il faut pour veiller au mieux, hein, parce que la perfection, ça n'existe pas, au bien-être de nos résidents, mais nous avons continué à communiquer et le plus régulièrement possible. Et de toute façon, voilà, moi, à un moment, j'ai moi-même été au service déjeuner. Donc, quand j'étais au service déjeuner, je rentrais, bonjour, et ce qui me permettait aussi parfois à moi de me rendre compte que la personne n'était pas bien. Donc, quand le service était déjeuner, après, je remontais dans la chambre aussi. Voilà. D'accord. Alors, l'humain n'est pas mis au centre de notre société. Au-delà des personnes engagées personnellement, que pourrait faire notre gouvernement pour soutenir les maisons de repos? Ça, c'est une excellente question à laquelle, voilà, moi, je n'ai pas beaucoup de réponses. Et justement, je pose la question parce que je pense que cette réponse ne m'appartient pas à moi. Personnellement, je ne n'œuvre pas du tout dans le domaine politique ni rien. Donc, je pense que cette réponse, elle ne m'appartient pas. Mais c'est une question à se poser. Et c'est vrai que pour nous, ce qui est important dans l'accompagnement pour toute la maison de repos, c'est qu'est-ce qui est au centre? Mais c'est le résident qui est au centre. Hein, bien sûr, c'est lui qui est au centre de tout. Évidemment, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a été beaucoup plus à un moment focalisé sur les soins de base, les soins, oui, se nourrir, se laver, les soins vraiment plus de base. On a quand même veillé à quand même garder quand même de la communication au mieux de ce que nous avons pu. Et voilà, maintenant, que faire? Là, moi, je n'ai pas cette réponse-là. C'est peut-être une question à aller leur poser à eux, je pense. Et, ou peut-être à réfléchir, en tout cas, peut-être de manière beaucoup plus pluridisciplinaire ou peut-être avec les autres maisons de repos, à voir peut-être ce qu'on pourrait faire dans l'avenir par rapport à ça. Je pense qu'il y a quand même des questions, pour moi, existentielles à se poser par rapport à l'humain, oui, dans notre société, c'est sûr. D'accord. Alors, une autre question. Pensez-vous qu'une cérémonie d'hommage qui inclurait les travailleurs, les résidents ainsi que leurs familles aurait du sens? En fait, on a seulement pu faire les résidents et le personnel. Nous n'avons pas pu malheureusement inclure les familles, encore une fois, pour les raisons sanitaires. Et on aurait bien aimé que les familles soient présentes, c'est sûr. Mais peut-être qu'à un moment, quand la situation sera plus éclaircie,
on pourra sans doute réinviter les familles ou peut-être leur donner quand même un temps de parole pour qu'ils puissent aussi, plus en groupe en tout cas, pour s'exprimer peut-être par rapport à ce qu'ils ont vraiment vécu. Ici, ils ont été souvent beaucoup plus pris de manière individuelle. Voilà, mais cet hommage était quand même moi, je vais dire que quand on m'a proposé de collaborer pour rendre cet hommage, je vais vous dire, ma première réaction, c'était, mais j'ai un peu fait du déni. Je me suis dit, mais tant pis, la vie recommence. Et je crois qu'à un moment, on était tous focalisés sur notre travail, tenir le coup, reprendre cette vie dans la maison de repos. Et puis, finalement, c'est en allant vers mes collègues déjà à ce moment-là, au mois de juin, j'ai pu aussi, j'ai dû faire attention parce que je ne pouvais pas réunir toutes les personnes que je voulais, puisque, encore une fois, nous avons à respecter les règles sanitaires. Et là, nous avons vraiment échangé. Et je crois que les résidents, en tout cas, ont été très, très touchés, et le personnel qui était présent aussi, de cette commémoration, mais qu'on a fait excessivement simple, mais qui nous a quand même suscité beaucoup d'émotions, parce que, en fait, je ne l'ai pas fait ici, mais là, après le petit texte, j'ai cité les 22 noms de tous les résidents qui étaient décédés, et puis nous avons mis une chanson, quand tout s'en va, le temps, etc. Et voilà, nous avons eu beaucoup d'émotions, et nous sommes contents quand même, enfin contents, voilà, d'avoir pu partager ce moment-là. Et on aurait bien sûr aimé que les familles puissent être présentes, mais encore une fois, pour le moment, voilà, nous avons à respecter les règles. D'accord. Vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais qu'en est-il actuellement à l'heure de cette deuxième vague chez vous, dans votre maison de repos? Pour la deuxième vague, en tout cas, on est beaucoup mieux préparé, on a notre matériel, on a notre organisation, on a quand même cette zone tampon. Donc, si jamais quelqu'un déclare le Covid, il est mis dans l'aile Covid. Dès que, par exemple, nous avons une suspicion, etc., on met la personne en confinement dans la maison de repos, pour justement éviter, parce que comme la contamination apparemment se fait très rapidement, pour éviter. Et donc on fait les tests. Si c'était de la fièvre, mais pas pour le Covid, la personne peut réintégrer sa chambre. Si c'est un cas de Covid, elle sera mise à l'aile Covid, et on fera de son mieux, évidemment, pour les soigner. Et certains de nos résidents, ça je tiens à le souligner, ont quand même pu aller à l'hôpital. Pas tous, mais certains, oui. Donc, en fonction des cas, voilà, on a eu ici une personne qui a déclaré le Covid. Elle a été hospitalisée un petit temps, puis elle est revenue, et on a vraiment ces zones. Puis, la maison reprend vie tout doucement, c'est-à-dire que maintenant, les résidents peuvent retourner au restaurant, mais nous le faisons par étage pour éviter qu'il y ait trop enfin, voilà, que tout le monde se rencontre. On essaye quand même de limiter les facteurs de risque. Les résidents portent le masque lors de Nous, évidemment, nous avons le masque en permanence. Les résidents portent le masque pour leur déplacement aussi. Et maintenant, ils peuvent quand même retourner au restaurant, mais pas tous ensemble. Donc, on fait 2 services. Chez nous, en tout cas, 2 services pour le restaurant ont été organisés. Les petits déjeuners se font toujours en chambre. Voilà, parce que c'est quand même assez compliqué déjà d'organiser les 2 services. Mais en tout cas, ça a été pour mes résidents un soulagement, je crois. J'ai entendu un ouf de soulagement pour dire, ah, ça y est, je vais pouvoir. Maintenant, ils sont quand même mis, il y a quand même une distance au restaurant aussi qui est faite. Mais voilà, je peux quand même voir, je peux quand même communiquer. Voilà, ça met vraiment du bien. Nous avons certaines activités ont été remises en route
mais encore une fois, étage par étage, on ne mélange pas encore tout le monde. Voilà, il y a quand même des activités. Et puis, nous avons décidé de décorer. Enfin, l'équipe a été vraiment super. La maison de repos est décorée pour Noël. C'est joli comme tout. À l'entrée, on a un sapin, on a une petite cheminée. Au restaurant, il y a des magnifiques décorations, des décorations dans les étages. Voilà, on veut que la vie, voilà, la vie, elle est là, elle continue. Et voilà, les résidents, ils sont là, ils sont quand même vivants et qu'ils puissent vraiment revivre au mieux. Bien sûr, on va progressivement, en attendant aussi les nouvelles mesures. Voilà, on attend chaque fois aussi les nouvelles mesures. Voilà, au niveau des questions, pour l'instant, nous n'en avons plus. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Madame Géva, ou terminer sur un petit mot Oh ben, en tout cas, voilà, je voudrais remercier évidemment aussi, vous remercier, vous, le CAL, de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer au nom de tous mes collègues et de ma maison de repos. Voilà, je remercie aussi tous mes collègues encore une fois, vraiment, parce elles m'ont vraiment beaucoup soutenue pour ce projet. Et donc, je les remercie tous et peut-être aussi remercier toutes les personnes qui nous ont suivis et qui nous ont écoutés. Et j'espère avoir répondu à leurs questions. Voilà. Vous pourrez peut-être encore le faire parce que nous avons une dernière question qui vient d'arriver. Alors, bonjour, merci de votre témoignage. Ces mesures barrières nous ont bouleversés dans nos pratiques et notre éthique, notamment dans la liberté d'aller et venir, le consentement, etc. Comment avez-vous, au sein de votre maison de repos, discuté de ces règles et questionnements éthiques? Nous en avons quand même un peu discuté en équipe et puis à un moment, je pense que notre direction, nous, quand on s'est retrouvés dans le premier confinement, je dois dire que voilà, ça a été, les mesures viennent du monde politique aussi. Et donc, nous, on reçoit ces mesures et nous sommes vraiment obligés de les appliquer aussi. Et donc, nous avons fait au mieux pour respecter les mesures et nous avons fait au mieux pour essayer de préserver un maximum de contacts avec nos résidents. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question, mais voilà, on a agi, voilà, et bien sûr que nous nous posons aujourd'hui encore, mais c'est ça que nous nous posons quand même des questions par rapport à l'humain et à la place de l'humain et à la place de nos résidents. Mais voilà, nous faisons en tout cas de notre mieux pour rétablir qu'ils aient de plus en plus de nouveaux de place et qu'ils puissent quand même, je dirais, redevenir en partie, parce que bon, ils ne peuvent pas être acteurs totalement, mais en partie encore acteurs de cette vie en maison de repos, parce que la vie en maison de repos, c'est la vie aussi. Il y a de la joie aussi dans une maison de repos. Il y a des moments de partage, il y a des moments, voilà, de tristesse, bien sûr, aussi. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est une maison qui vit. Pour moi, c'est comme une mini-ville, mais nous vivons, quoi. C'est pas une maison morte. Évidemment, pendant le confinement, elle nous a semblé un peu morte, évidemment, parce que beaucoup de choses nous étaient vraiment défendues. Et au fur et à mesure, nous espérons qu'on va pouvoir retrouver de plus en plus, et pour nos résidents et pour nous-mêmes, une liberté, et nos familles aussi, bien sûr, nos familles, une liberté de déplacement et de pouvoir renouer et de retrouver des contacts aussi humains, de pouvoir prendre dans les bras. Il y a quand même des choses qui me paraissent essentielles dans la qualité de vie d'un être humain. Le fait d'être touché, je sais que c'est aberrant peut-être de dire ça dans le moment d'aujourd'hui, mais être touché, c'est important, c'est excessivement important pour un être humain. Il y a d'ailleurs pas des expériences, je ne peux pas dire ça ainsi, mais
qui avait été faite sur des bébés qui étaient seulement nourris et pas touchés. Ces bébés mouraient ou ne se développaient pas bien. Donc, l'importance aussi du non-verbal, de pouvoir revoir, je l'espère, un jour nos visages complètement. Et mais bon, voilà, maintenant, comme ces barrières étaient là, eh bien, on a été amené à être un peu créatif, hein, et à être, voilà, aller chercher vraiment. Je pense que tous les membres du personnel ont été cherchés dans leurs ressources et nous avons fait vraiment de notre mieux pour donner le meilleur, en tout cas, à nos résidents. D'accord. Voilà, alors merci Madame Géva pour l'intérêt porté à notre projet et pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour ce partage riche aussi. Merci à toute l'équipe du Centre d'action laïque de la province de Namur qui a assuré le volet technique de cette visioconférence et surtout merci à vous de nous avoir suivis sur ce Facebook Live. Si vous souhaitez revoir cette conférence, donc elle sera disponible sur notre page Facebook Centre d'action laïque de Namur et très bientôt aussi sur notre site laïcité.com. Vous pourrez également la retrouver sur notre chaîne YouTube du Centre d'action laïque de Namur. Voilà, alors au nom de toute l'équipe du Centre d'action laïque de Namur, nous souhaitons nous souhaitons de bonnes fêtes à tout le monde et nous espérons que vous allez prendre bien soin de vous. Voilà.